Ok, donc le sujet c'est de la visualisation de données. Effectivement franco-anglais parce que bon, mon nom m'a peut-être vendu, mais je suis d'origine britannique aussi, mais pas de souci, j'ai la nationalité française aussi. Donc l'objectif de Malizen depuis le début, ça a été d'utiliser tout ce qui est data science, donc la donnée, la visualisation, donc la représentation visuelle de cette donnée, et tout ce qui est machine learning et statistique derrière pour simplifier la vie des personnes en cyber. Pour la petite histoire, alors même si j'ai toujours été technophile, quand mes parents m'ont donné une tour Schneider avec 2 lecteurs disquettes quand j'avais 7 ans, j'ai très récemment été, c'est-à-dire il y a peut-être une dizaine d'années, été, ça fait plus de 10 ans que j'ai vraiment mis le nez dans la cybersécurité, parce que ma passion, ça a toujours été d'emmener l'informatique aux personnes pour qu'ils puissent faire plus que ce qu'ils pouvaient faire avant. Donc ce qui est artiste, ce qui est musicien, ce qui est statisticien. Et au hasard, parce qu'on m'avait repéré pendant un stage, j'ai pu avoir l'opportunité, grâce à un dénommé Nicolas Prigent, de faire une thèse en cybersécurité. Et donc j'ai dû apprendre ce métier, commencer à comprendre les problématiques qu'ils avaient en face d'eux, et on était financé par la DGA MI, donc la PME basée à Bruges, qui avait des problématiques d'exploration de données. Donc on m'a mis des SIEM en face des yeux, on m'a mis des outils avec pas mal de logs, et j'ai compris rapidement que c'était plutôt complexe comme sujet, que c'était assez pénible, et on pouvait quand même chercher des choses pour leur faciliter la vie. Et donc, visualisation de données, le fait de pouvoir représenter de la donnée complexe, souvent en cybersécurité, la donnée est quand même assez complexe, sous forme d'images, qui serait facile à utiliser, plus intuitive, plus interactive, et qui permettrait aux personnes de fouiller dans la donnée plus efficacement. Donc c'est une petite équipe qui s'appelle aujourd'hui Équipe Cidre, qui est une équipe de recherche INRIA basée à Centrale-Supélec, qui est aussi associée à l'Université de Rennes. Et on a pu concevoir des technologies qui permettaient aux équipes de la DGA de prendre des fichiers de log, donc des événements de cybersécurité, et de les représenter de façon beaucoup plus intuitive, donc avec de l'imagerie intuitive, interactive. Et on était capable de les accélérer. Dans leur cas précis, c'était plutôt du threat hunting, donc de la fouille de données. À l'époque, x4, donc ils étaient capables d'aller 4 fois plus vite. Et, au vu des résultats, on s'est dit, plutôt que de laisser ça sous forme de papier de recherche et de prototype, on préfère aller monter une structure. Et c'est là que Malisienne a commencé à prendre forme. Donc il s'avère que j'avais déjà rencontré mon futur CTO à cette époque-là, qui s'appelle Simon, qui est souriant, est à côté de moi là, qui était sur d'autres sujets, mais qui avait plusieurs points communs avec moi. Alors déjà très intéressé par la partie aide aux équipes, cybersécurité, d'autant plus que ça fait très très longtemps que lui est vraiment fan et expert en cybersécurité. Mais il avait déjà une autre spécialité, c'était le machine learning. Et, on avait une situation où on avait des équipes qui regardaient de la donnée, qui la fouillaient, cette donnée était contextualisée, on avait des décisions, et donc naturellement on s'est dit c'est l'incubateur parfait pour faire du machine learning. Et Simon a l'air de bien connaître le sujet, donc pourquoi pas s'aventurer, monter une société basée là-dessus. Et puis en plus, avec Simon, on a cette fibre commune d'être vraiment passionné par la science-fiction aussi. La science-fiction, c'est souvent quand même pas mal de gens qui doivent résoudre des situations avec des nouvelles interfaces et des nouvelles technologies. Et donc on avait cette fibre commune. Donc en plus, on trouve du mauvais et du bon. Là, peut-être un film que vous avez vu passer ces dernières années, et qui représente un peu la situation qu'on a essayé de résoudre. Des personnes devant parfois un peu trop beaucoup d'écrans, parfois beaucoup de textes difficiles à lire, avec la lumière tamisée, il manquerait plus un vêtement un peu différent, et on serait sur vraiment le stéréotype parfait. Et c'est la situation qu'on voulait vraiment changer, parce que même si dans ce film-là, ils arrivent à déchiffrer du code, bien, il faut vraiment être un expert dans le sujet, ça va être très difficile de passer la main à quelqu'un d'autre, et puis avec des heures ultra longues, eh bien, doit être ultra fatigant pour ces personnes-là. Donc dans ce film-là, c'est plus facile de le consommer directement avec la simulation plutôt qu'avec le code. Et on s'est dit la même chose justement.
Donc, je vais peut-être vous bassiner avec des choses qu'on entend souvent sur les centres opérationnels, puisque c'était ça vraiment les personnes qu'on voulait aider en premier. On voyait beaucoup d'alertes, hein, souvent des faux positifs. Hein. Si la majorité des choses qu'on va balayer sont des faux positifs, c'est pas une situation qui est satisfaisante. Les tâches du coup sont très répétitives, donc souvent en plus avec des choses à remplir qu'on doit remplir à répétition. On est souvent d'astreinte, l'attaque peut venir de n'importe où, et donc on croisait pas mal de gens qui étaient systématiquement sous le stress de ça pourrait être un faux positif, mais évidemment c'est quelque chose qu'on doit systématiquement prendre au sérieux. Et puis pas mal d'outils, donc c'est pas seulement le nombre d'écrans, c'est aussi le nombre d'outils parmi lesquels on doit piocher les infos et relier souvent sans lien direct, hein, en reliant les outils de case management, de l'email, du CIEM, des XDR, des EDR, des outils comme ça. Et c'est la situation qu'on voulait vraiment changer. Donc, à l'époque, on avait un pitch plus basé sur un autre film qui est venu quelques années après, que vous reconnaissez peut-être ici, où d'un coup on était sur on voyait des interfaces beaucoup plus naturelles, beaucoup plus intuitives, contrôlées via le geste et avec un seul écran, où la personne finalement n'avait pas forcément besoin de savoir ce qu'elle avait en face d'elle, elle manipulait des images et était capable de fouiller dedans. Donc c'est un pitch qui depuis on a balayé, mais deux histoires intéressantes là-dessus. Déjà, c'est pas vraiment l'interface parfaite, puisque même Tom Cruise était obligé tous les 15 minutes de faire une pause, parce que garder ses bras levés comme ça pour faire des manipulations, c'est quand même très difficile, et au bout d'un moment c'est fatigant. Autre chose, c'est que c'est finalement le même pitch que j'utilisais avec une boîte que vous avez vu passer, qui s'appelle Before AI, puisque Luigi Lemuto avait utilisé la partie précognition, où il voit les incidents arriver, il les détecte, hein, et nous on utilisait la partie suivante du pitch, avec la personne qui reçoit ces alertes, entre guillemets, et qui doit les contextualiser, les comprendre, fouiller dedans pour bien savoir comment y réagir. Donc le pitch collait bien, évidemment depuis on a changé on a changé d'imagerie, ça fait quand même 20 ans que c'est sorti, le sujet a beaucoup évolué aujourd'hui déjà, tout le monde a les interfaces tactiles dans leur poche, tout le monde connaît de plus en plus la visualisation de données, et puis on commence à bien savoir euh, comment avancer au-delà de ce qu'on avait à l'époque. Donc, ce qui n'a pas changé par contre, c'est notre conviction que l'humain reste vraiment l'endroit le plus, le composant entre guillemets le plus important dans la cybersécurité. On voit beaucoup de tentatives d'automatiser le plus possible, de faire de la détection à coup de machine learning, de vouloir remplacer le plus possible des équipes. J'ai lu un article de Forrester il y a quelques mois qui expliquait que vraiment ce serait pas possible et faire un SOC complètement autonome, c'est complètement utopique, hein, et on est du même avis. Euh, le problème, c'est que souvent, c'est ces systèmes automatiques qu'un attaquant va pouvoir contourner, et il faut pouvoir garder la perspicacité humaine dans la boucle pour pouvoir justement détecter les nouvelles attaques, pouvoir réagir à des situations innovantes, et donc à chaque fois qu'on est assujetti à des systèmes automatiques qui vont détecter les menaces et réagir automatiquement, il y a toujours le risque que, le système ne détecte pas l'attaque et donc laisse passer complètement l'attaquant, ou de deux, bloque le service, réagit mal. Et donc évidemment, ça fait qu'il y a un problème de confiance vis-à-vis de ces services, et même un système automatique qui serait parfait, eh bien, difficile de prouver qu'il est parfait. Et donc, il faut toujours garder l'humain dans la boucle. Et le problème aujourd'hui, c'est que il y a tellement d'attaques, il y a tellement d'alertes, que le fait de garder ces personnes dans la boucle et de leur permettre de regarder tous les incidents et de réagir à toutes les alertes, eh bien, ça devient très difficile. Donc, ça veut dire que notre mission globale, ça a été, depuis le début, de simplifier les investigations pour que plus de personnes puissent faire le travail, d'où des outils plus intuitifs et plus faciles à utiliser, mais aussi d'accélérer le processus pour permettre à ces personnes de pouvoir gérer plus d'incidents et donc de pouvoir gérer les incidents plus rapidement.
On a un focus sur là où on pense que les personnes vont devoir regarder de la donnée. Typiquement, notre premier use case a été le threat hunting pur, donc celui qu'on a travaillé originellement avec la DGA, où il faut pouvoir mettre en relation pas mal de données pour comprendre des situations, donc creuser des événements de sécurité pour savoir si, oui ou non, il y a un incident qui est passé entre les mailles. Mais ça s'applique aussi à la qualification d'alerte, où finalement on prend un événement particulier, et via le contexte de tous les événements qui sont autour, eh bien on va pouvoir savoir si, oui ou non, cette alerte est quelque chose de grave, si c'est une fausse alerte, à quel point ça a atteint le reste de l'infrastructure et comment il faut réagir. Ça veut dire qu'on est naturellement lié à tout ce qui est réponse à incident. Et pour la petite histoire, Malizen, à l'époque, en travaillant un peu avec la marine, Malizen, ça veut dire mallette en breton, puisqu'on explorait la possibilité de développer des mallettes d'intervention embarquées avec notre software qui permettrait à une équipe de rapidement mettre la main sur les données, de faire euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure du 80-20, de pouvoir mettre le doigt sur les logs où il y a vraiment les incidents et donc de pouvoir réagir plus vite. Et ce qui devient de plus en plus important aujourd'hui, de plus en plus important, c'est le fait de prendre ce qu'on apprend et de l'utiliser pour optimiser ces systèmes. Donc, une fois qu'on a détecté un nouvel incident, on a naturellement envie de générer de la threat intel ou alors le réinjecter directement dans le système. Pareil avec l'alerte qui est détectée comme étant un faux positif, on voudrait le plus rapidement possible vouloir optimiser ces règles de détection pour que ça ne revienne pas plusieurs fois dans l'avenir. On voit trop souvent des équipes où les règles sont mises à jour peu fréquemment et donc ça génère de plus en plus de faux positifs malgré le fait qu'on l'ait identifié une fois auparavant. Donc si on peut faire optimiser cette boucle avec l'humain dedans et avec un export et une injection de ce qui est découvert directement dans le système, eh bien on aura une boucle de feedback qui permettra aux équipes de mieux apprendre et de réagir plus vite à ces situations et d'avoir un système qui évolue et qui est optimisé. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut simplifier la vie des personnes en cybersécurité. Vous l'avez peut-être vu avec la DA qui entoure le slide, on est vraiment sur la visualisation de données. Mais nous, on a identifié 4 étapes qui nous ont permis vraiment d'atteindre cet objectif. La première, c'est d'unifier au plus possible les données dont vont avoir besoin ces équipes, donc typiquement des équipes de SOC, mais aussi des équipes CERT, comme dont je parlais avant. Ça va être soit de la collecte de logs, soit le fait de se brancher sur des outils SIEM. L'objectif, c'est de ne pas être d'avoir multiples sources de données, mais un seul endroit où on peut poser des questions pour investiguer. Ensuite, l'étape d'investigation, on l'a travaillé pour être le moins assujetti à un langage de requête, le moins assujetti à des interfaces qu'il faut configurer et de permettre à une personne en cybersécurité de pouvoir réfléchir avant tout à son problème plutôt qu'à comment ils vont configurer l'outil ou pire, quel outil ils vont aller chercher pour résoudre le problème. Ensuite, la partie automatisation, nous on l'aborde vraiment avec ce qu'on appelle aujourd'hui le copilote, même si ça fait quelques mois qu'on en parle pas mal grâce à Microsoft. Nous, ça fait quand même un peu plus d'1 an qu'on développe cette brique de la plateforme. Et ce copilote va apprendre par rapport à ce que font les personnes, contextualiser pour fournir et aider et accélérer les personnes dans l'équipe pendant l'analyse. Et in fine, c'est aussi le fait de rendre la plateforme collaborative, le fait de permettre aux personnes de partager de la donnée, eh bien déjà ça accélère le travail coopératif, mais ça donne aussi une corde en plus au copilote pour apprendre ce qui est important, ce qui est partagé, et donc de mieux apprendre comment suivre et accélérer les équipes. Donc pour montrer rapidement à quoi ressemble l'interface, là, un utilisateur est capable d'explorer presque 24 millions d'événements de log en déposant des champs, en choisissant des visualisations. Et chaque visualisation va être interactive, ce qui lui permet d'aller cliquer directement sur les visualisations pour zoomer sur la donnée. Et quand il trouve des choses qui sont potentiellement des anomalies, eh bien, ils peuvent directement le flaguer, l'intégrer dans le case management. Quand on sauvegarde un élément en case management, ça va être partagé avec l'équipe, mais ça fait aussi réagir notre copilote, qui va, tout au long de l'investigation, intervenir de temps en temps pour, dans ce cas-là, par exemple,
pointer vers la donnée suivante à explorer. Et au contraire de solutions avec des réseaux de neurones un peu opaques, un peu en boîte noire, on a vraiment choisi des algorithmes qui permettent à ce copilote de pouvoir contextualiser ses recommandations. Et donc là, la recommandation, c'est de suivre la donnée dans le champ name, parce que dans sa base de connaissances, il sait que c'est potentiellement lié à ces techniques dans notre attaque. Et donc ça permet d'avoir un dialogue avec la machine plus riche, et surtout de pouvoir décider et réagir plus rapidement que ce qu'on pouvait faire auparavant. Donc la partie unification, c'est sensiblement soit ingérer des fichiers de log. Pour nous, un fichier de log, c'est une ligne par événement, et chaque ligne va avoir un timestamp. Pour une base de données, ça va sensiblement être la même chose. Il y a toujours un timestamp pour un événement et ensuite un certain nombre de champs. À partir du moment où la structure est constante, donc où chaque ligne a la même structure et qu'on peut bien séparer les champs, eh bien on peut le normaliser avec ECS, donc Elastic Common Schema, et l'intégrer dans notre base. Si c'est un fichier, on va réellement l'ingérer dans notre base de données, mais si c'est un système externe comme un SIEM, eh bien on va le cartographier, et plutôt que de copier toutes les données, on va envoyer des requêtes vers cette source de données et remonter et agréger tous les résultats. Donc ça veut dire que si j'ai une instance Elasticsearch par exemple, on va pouvoir se brancher dessus et ensuite envoyer des requêtes sur ce nœud, remonter les résultats, et comme ça une équipe va pouvoir rapidement requêter et explorer plutôt que d'attendre que toute la copie de données soit faite. Donc typiquement, à partir du moment où il y a une API avec de la donnée et qu'on peut faire des calculs dessus, ça peut être une source de données qu'on peut intégrer. Et le fait d'avoir tout ça de normalisé, ça nous permet de voir des potentiels points pivots, voir les adresses IP, des ports, des choses comme ça, et donc de plus facilement intégrer des sources de connaissances autour de ça, donc typiquement de la threat intel, de la CMDB, des sources de contexte, qui permettront à l'opérateur de, plutôt que d'être obligé de chercher dans d'autres onglets et sur d'autres bases de données, d'avoir directement l'info au moment où c'est le plus utile. La partie investigation, on a choisi de le faire le plus simplement possible sans avoir à prendre un langage de requête spécifique. Donc pas besoin de taper une commande pour faire de la découverte. Ça permet à une personne d'intuitivement directement interagir avec la donnée. Et puis ça a l'effet secondaire de nous permettre d'interagir avec plusieurs différents SIEM avec les mêmes interactions. Donc là, si j'étais branché sur une instance Splunk, une instance Elasticsearch en même temps, eh bien ce serait transparent pour moi, je pourrais explorer ces données, les résultats seraient remontés, ça me permettrait d'interagir avec ces SIEM sans forcément connaître le langage de requête sous-jacent. Et puis l'outil en lui-même va proposer et configurer les visualisations, ce qui me permet de choisir des données et ensuite de juste dire ce qui m'intéresse, c'est plutôt la structure des adresses IP, ou alors juste un top 10, ou alors de vraiment poser vraiment une question sur ce qui nous intéresse, plutôt que d'être obligé de chercher la visualisation dans les paramètres du système, et devoir avoir des capacités en statistique, en visualisation. Et donc ça nous permet vraiment de réfléchir à notre problème plutôt qu'à l'outil en lui-même. L'automatisation, c'est le travail qu'on fait le plus aujourd'hui. C'est le fait d'accompagner les équipes, de leur permettre de ne pas rater des choses. Donc là, typiquement, dans la démonstration de tout à l'heure, c'était le copilote qui regarde la progression de l'investigation, les filtres et les visualisations qui sont affichés et appliqués, et qui va puiser dans le case management du passé, les données et aussi son entraînement pour pouvoir suggérer des points d'intérêt à explorer en contextualisant avec Mitrattack. Donc ça permet à une personne de ne pas rater des choses, mais ça permet aussi à une personne qui vient de rentrer dans l'équipe ou dans l'entreprise d'être accompagnée et pouvoir profiter de l'expérience du reste de l'équipe qui a donc étalonné le copilote. Mais c'est aussi de l'aide pour la qualification, donc choisir les techniques et tactiques, la sévérité de l'incident par exemple. C'est aussi s'intégrer avec le case management, donc plutôt que d'être obligé de faire des copier-coller, de copier de la donnée, tout ça va être fait par le système, et donc il va pouvoir capter beaucoup plus de données que ce que pourrait faire une personne rapidement. Et progressivement, on rajoute des cordes à son arc, à ce copilote, pour qu'il puisse suggérer des mitigations, suggérer des actions, et globalement apprendre et accompagner l'équipe pour pouvoir réagir plus vite
Et l'objectif, vraiment, c'est de ne pas remplacer l'humain, mais accélérer et accompagner des personnes qui ont besoin de pouvoir voir énormément de données d'un coup et de réagir et de comprendre. Et la dernière partie, c'est la collaboration. Le fait d'avoir capté toute cette info de façon contextuelle et de suivre tout ce qu'ils font, ça nous permet de rapidement emmener d'autres personnes dans une investigation. Donc de permettre de les notifier, donc qu'ils puissent suivre la situation, mais aussi de les onboarder dans une investigation avec tout le contexte et qu'ils puissent nous rejoindre avec leur expertise à eux. Cette trace qu'on conserve avec tout le contexte nous permet aussi de faire de la génération rapide de rapports, donc de générer automatiquement un deck, un document, quel que soit le format du document, avec les visualisations, les étapes, les commentaires et les personnes qui ont été mises dans la boucle pour pouvoir rapidement convaincre une personne qui doit prendre une décision complexe, mais aussi pour pouvoir communiquer à une personne qui n'est pas du tout en cybersécurité pour qu'il puisse mieux comprendre la situation. Donc typiquement, une équipe cyber ou une équipe métier qui n'est pas proche de la cyber, qui ne comprend pas notre attaque, va avoir beaucoup de mal à lire un rapport pour savoir quoi raconter à leurs clients derrière. Si ils ont un rapport qui est à leur niveau de lecture, et donc calé sur les assets qu'ils sont en train de gérer ou l'infrastructure qu'ils sont en train de gérer, ça leur permettra de mieux savoir ce qui se passe et du coup de mieux travailler avec cette équipe. Et donc globalement, ça accélère la réponse et la posture cyber aussi. Donc typiquement, on est le genre d'outil qui va s'installer entre les outils qui vont stocker la donnée ou qui vont proposer de la donnée. Donc j'ai beaucoup parlé de CIEM, mais globalement, dès que c'est une base de données qui contient des logs ou même des fichiers de logs, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir intégrer. Mais c'est aussi de la threat intel qui va proposer du contexte, qui va permettre aux équipes de mieux comprendre si la donnée en phase 2 ou l'incident en phase 2, c'est quelque chose qui est réellement grave et d'avoir du contexte là-dessus. Et l'export, ça va être de pouvoir déclencher des actions, s'intégrer avec le case management, lancer de la réponse et ce dont je parlais avant, le reporting. Donc on positionne ça comme un outil qui permet à une personne de plus rapidement comprendre la situation en ayant accès à pas mal de données différentes, et ensuite de pouvoir exporter ce qu'ils comprennent directement dans leurs outils derrière. Donc aujourd'hui on travaille pas mal sur de l'export Sticks pour pouvoir rapidement avoir des IOC et des choses comme ça pour exploitation après. On est capable d'être déployé plutôt rapidement, on a pas mal travaillé ça, donc même si aujourd'hui on développe beaucoup en cloud, donc cloud français puisqu'on est hébergé chez Scaleway aujourd'hui, on a pris pas mal de soins pour pouvoir être compatible avec de l'on-prem, donc c'est des containers, donc c'est assez rapide à déployer. On peut très rapidement onboarder une équipe, donc ça prend moins de 2 heures pour pouvoir mettre en place un système qui permet d'ingérer du fichier et les connecteurs si on les a déjà disponibles. Évidemment, si c'est des technologies qu'on n'a pas encore intégrées, il va falloir développer tout ça, mais ça permet très rapidement de se lancer. On a un processus de proof of value qui est plutôt optimisé aussi, donc toute la documentation est prête et en général on part avec le cas idéal, c'est une personne senior de l'équipe, une personne junior de l'équipe. On commence par des datasets que nous on propose, comme ça permet de s'entraîner sur une situation qui est déjà en place. Et ensuite, on travaille sur de la donnée qui est proposée par le client. Et ça permet d'avoir une bonne mesure pour le ROI et de pouvoir prendre une décision après pour l'adoption de la plateforme. Si vous voulez tester la plateforme aujourd'hui, on a une version community, donc une version qui est gratuite, qui est hébergée dans notre cloud, qui permet d'explorer du fichier de log. Donc on l'a limité à 2 investigations. On peut ingérer du JSON ou du CSV. On se limite à 500 mégas par investigation et 2 semaines. Et l'investigation dure à peu près 2 semaines puisqu'on va archiver les données ensuite. Et tout ça, c'est disponible sur app.malizen.com. Et cette plateforme nous permet, entre autres, d'orchestrer des démonstrations, des concours. On fait pas mal de CTF
ces derniers mois, notamment un événement qui s'appelle SubSec, et ensuite on a été sponsor du Braille CTF, donc on a eu une bonne montée de charge, ça nous a permis de bien tester la scalabilité de la plateforme. Et très récemment, donc pour parler de ce dont on peut parler, puisqu'on a pas mal de choses sur le feu aujourd'hui, mais parmi nos clients, on peut compter la DGA et Thales, typiquement vraiment pour de l'exploration de log. Et là, ce que je veux souligner, c'est à la fois la rapidité de pouvoir explorer du log rapidement, mais aussi la prise en main rapide. Donc, si un sujet des MSSP aujourd'hui, c'est le recrutement, eh bien, on est sur une plateforme qui peut être très très rapidement comprise. Donc, en moins de 10 minutes, une personne peut comprendre ce qui se passe, normaliser les logs qu'ils veulent explorer, et avoir des visualisations intuitives et explorables ensuite pour comprendre la situation. Euh, on est une petite équipe de presque 10 personnes, donc on est passé par plusieurs milestones là, donc on était lauréat du Grand Défi Cyber, première tranche, on est passé par Cyber Station F quelques fois, donc une fois pour un challenge et une fois pour travailler directement avec Thales. On est lauréat 3 fois du FIC, donc on est arrivé en phase finale sans gagner à chaque fois, parce qu'il y a quand même d'excellentes boîtes qui arrivent en phase finale. On est aussi passé par le Cyber Booster, et puis on était parmi les premières startups à passer dans la Cyber Defense Factory et donc à être incubé par le ministère des Armées. Euh, et, euh, et depuis, on a une petite équipe qui s'est montée. Pas mal de personnes techniques, mais de plus en plus de personnes non techniques, hein, dont Léa qui nous a rejoint il y a à peu près 2 ans, qui travaille tout ce qui est marketing. Et si elle était venue plutôt que moi, elle vous aurait parlé de comment c'est difficile de marketer des produits en cyber et tous ces aspects-là. Euh, Si vous voulez me parler, christopher@malaysian.com, et je crois, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé là, mais je suis ouvert à toutes vos questions et j'ai hâte de les entendre.